Bienvenue dans L'amour dans les égouts sur notre chaîne C'est entre nous. Eh ben, ça a le mérite d'être clair comme introduction. Ouais, plutôt direct, non. C'est pas de moi, hein. Ce sont vraiment les mots exacts prononcés par l'animateur d'un programme qu'on va analyser aujourd'hui. Un animateur qui s'appelle Lucas, c'est ça? C'est ça. On va faire une plongée au cœur des notes et du script de son 14e épisode qui s'intitule Infidélité, la surmonter ou tout arrêter. Un programme chargé, du coup. Très chargé. Et la mission de notre exploration du jour, c'est de décortiquer la mécanique émotionnelle de la trahison, qu'elle soit physique ou émotionnelle d'ailleurs. Et on va le faire de manière totalement neutre. Ouais, on laisse les jugements moraux à la porte, quoi. Exactement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On va regarder deux chemins vraiment diamétralement opposés face à cette crise. La reconstruction et la séparation. C'est hyper rafraîchissant comme approche. Parce que souvent, la société te dit qu'il faut absolument pardonner par noblesse ou alors partir par fierté. Là, on regarde juste les rouages psychologiques. Voilà, on regarde ce qui motive chaque choix. Et le point de départ de ces notes, c'est le moment de la découverte, l'impact. Lucas décrit ça comme un véritable tsunami émotionnel. Et c'est pas un mot choisi au hasard, hein. Non, grave pas. Il liste les émotions qui te frappent d'un coup. La colère, la tristesse, ça, on s'y attend. Mais il s'attarde aussi sur la confusion et la honte. Ah oui, la honte. C'est souvent le sentiment le plus dur à avouer. Mais c'est là que je bloque un peu, en fait. Je comprends la honte pour la personne qui a menti, tu vois, mais pourquoi la personne trahie, qui a techniquement rien fait de mal, ressentirait de la honte? Rationnellement, t'as raison. Elle a rien fait de mal. Mais la psychologie du trauma, c'est pas du tout rationnel. La honte ici, c'est lié à une énorme blessure narcissique. Genre le fait de se sentir idiot? Exactement. C'est le sentiment d'avoir été crédule. En fait, le cerveau se met à repasser le film des derniers mois ou des dernières années et il s'arrête sur chaque petit détail. Ah oui, du style « Comment j'ai pu croire à cette fameuse réunion tard le soir ?» Voilà. Comment j'ai fait pour rien voir? La honte, elle vient de cette sensation d'avoir été exclu de sa propre réalité, en fait. Et j'imagine que c'est ça qui crée la confusion dont parle Lucas. Parce que c'est tout ton passé qui est remis en question, pas juste le présent. C'est ce qu'on appelle en clinique la réécriture traumatique de la mémoire. Ta confusion, elle vient de la réalisation que la vie dans laquelle tu croyais vivre, elle n'a jamais existé. C'est flippant dit comme ça. Mais c'est ça, hein. Pendant les dernières vacances, le dîner de Noël, l'autre avait une double vie. Tes repères spatio-temporels s'effondrent. Tu te dis pas juste «mon partenaire m'a fait du mal», tu te dis c'est qui cet inconnu dans mon lit, quoi. Ouais, ça me fait penser à une analogie. Souvent, on compare le couple à une maison, tu vois. Tout à fait. Et quand tu découvres l'infidélité, c'est comme si un séisme majeur frappait la baraque. Ton instinct premier, c'est de regarder les murs, de te dire, bon, est-ce qu'on peut reboucher les fissures avec un peu d'enduit? Alors que le problème est bien plus profond. Bah oui, parce que ce que les notes de Lucas mettent en lumière, c'est que le sol même s'est liquéfié. Il n'y a plus de fondation. La vraie question, au milieu de tous ces gravats, c'est de savoir si les deux personnes ont la volonté et l'énergie de couler un béton entièrement neuf. Et c'est une sacrée distinction. Boucher une fissure, c'est de la maintenance. Couler de nouvelles fondations, c'est un projet titanique. Faut tout raser avant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse universelle. Tout le monde veut pas devenir chef de chantier sur un champ de ruines. Grave. Et c'est ce qui nous amène à la première étude de cas, des sources non. Absolument. Le cas de Marie et Laurent. C'est hyper détaillé. Donc, Marie a 42 ans, Laurent en a 44. Ils sont ensemble depuis 18 ans. Un vieux couple, quoi. Ouais. Et attention, on ne parle pas d'une erreur d'un soir, hein. Laurent a eu une aventure de plusieurs mois, une vraie double vie. Au moment de l'étude, ça fait 3 ans qu'ils ont surmonté la crise. 3 ans, d'accord. Mais le processus décrit par Lucas pour y arriver, c'est vertigineux. Des mois de thérapie de couple, beaucoup de larmes, des discussions super difficiles. Et le résultat, c'est que Laurent a pris l'entière responsabilité, il a bossé sur le pourquoi de son acte, et il fait tout pour sécuriser Marie. C'est la clé de voûte de la reconstruction, ce fameux pourquoi. Attends, je t'arrête là parce que j'ai du mal à saisir. Comment tu fais concrètement pour que l'autre se sente en sécurité après des mois de mensonges continus? Je veux dire, c'est juste de la transparence, genre on se donne les mots de passe ou c'est plus profond? Alors, la transparence matérielle, comme les mots de passe ou la géolocalisation, c'est ce que j'appellerais un garrot psychologique. Un garrot? Ouais, ça arrête l'hémorragie sur le coup. Ça calme l'hypervigilance de Marie au début. Mais c'est pas de la confiance. Si t'as besoin de vérifier son téléphone, c'est bien que t'as pas confiance en fait. C'est épuisant à la longue, j'imagine. Terriblement. Le vrai retour de la confiance, ça passe par le travail psychologique de Laurent. Faut qu'il cherche ses propres failles. S'il dit juste « je suis désolé, je le ferai plus », ça marche pas.
le niveau zéro de la réparation. Exactement. Par contre, si, grâce à la thérapie, il arrive à dire voilà, j'ai compris que j'avais ce besoin de validation à cause de tel truc précis en moi, et voilà comment je compte le gérer, là, ça change tout. Le monstre invisible a un visage, en gros. Voilà. Marie se sent en sécurité, non pas parce que Laurent est devenu parfait, mais parce qu'il connaît ses zones d'ombre et qu'il les surveille. C'est cette démarche qui est cruciale. Je vois. Moi, j'aime bien filer une métaphore économique pour ça. Ah, vas-y. Bah, la confiance, c'est comme la monnaie du couple, tu vois. Une infidélité de long terme, c'est une hyperinflation de malade. Les billets valent plus rien. Le mensonge a cramé la monnaie. Oui, j'aime beaucoup l'idée. Et du coup, ce qu'ils ont fait avec leur thérapie, c'est pas essayer d'utiliser les vieux billets. Ils ont carrément créé une nouvelle banque centrale, une nouvelle monnaie, de nouvelles règles. L'ancien système est mort, quoi. C'est ça. Mais bon, parfois, même avec toute la volonté du monde, l'inflation est trop forte. L'économie s'écroule. Et la blessure est juste trop profonde pour que la relation survive. Exactement. Et c'est ce que nous montre la seconde étude de cas du programme. C'est l'histoire de Sophie et Thomas. Un cas très différent, ouais. Sophie a 35 ans, Thomas a 37. Là, Thomas a trompé Sophie pendant plus d'1 an. Ça fait 2 ans qu'ils sont séparés au moment du témoignage. Et comment ça s'est passé? Eh ben, malgré les excuses de Thomas, qui voulait réparer et tout, la trahison était juste trop énorme pour Sophie. Elle a choisi de partir pour se protéger, en fait. C'est hyper intéressant comme démarche. Ouais, elle a appris à connaître ses limites et elle le vit sans aucun regret. Thomas, de son côté, a tout perdu. Il a compris ses erreurs trop tard, mais apparemment, il a quand même entamé un vrai travail sur lui-même, après coup. Tu sais, le choix de Sophie, c'est un acte de préservation de soi fascinant. On parlait de la confiance tout à l'heure. Pense à un miroir brisé. Ah oui, le classique miroir cassé. Ouais, mais là, l'idée, c'est que parfois, les éclats de verre sont tellement minuscules que si t'essayes de les recoller, tu vas juste te couper les mains en sang. Ah ouais, tu te détruis en essayant de réparer l'autre. Exactement. Le choix de jeter le miroir, ça devient littéralement un acte vital. Et ce qui est souligné dans les notes, c'est l'absence de culpabilité chez Sophie. C'est fort, parce que la société te pousse souvent à essayer à tout prix. Grave. Mais choisir de partir, c'est un droit absolu. Et il y a un truc paradoxal avec Thomas dans cette histoire. Lequel? Le fait que c'est la perte totale de la relation qui a été le déclencheur de son évolution à lui. Ah oui, genre, tant qu'il y avait un espoir, il esquivait le vrai travail. C'est très courant. Pour certains, tant que le mur n'est pas pris à pleine vitesse, on ne change pas. La perte définitive était nécessaire pour qu'il ouvre les yeux. C'est tragique, mais tellement vrai. Alors, face à ces deux issues, la reconstruction ou la rupture, comment les gens peuvent-ils s'orienter? Parce que Lucas propose une vraie feuille de route pragmatique dans ses notes. Une boîte à outils, carrément. C'est ça. Et ça commence par 3 questions clés à se poser. D'abord, y a-t-il un vrai repentir et une volonté de changement chez celui qui a trompé? Logique. Sans ça, c'est mort d'avance. Ensuite, 2, la confiance peut-elle vraiment revenir un jour? Et 3, est-ce que les deux partenaires veulent réellement reconstruire? C'est des questions dures, mais indispensables pour pas s'engager dans une voie sans issue. Et niveau conseil pratique, Lucas y va franco. Il recommande de faire appel à un thérapeute spécialisé, d'être dans une transparence totale, mais il y a un conseil qui ressort particulièrement. Lequel? Prendre son temps, des semaines, voire des mois, avant de décider de partir ou de rester. Et surtout, respecter le rythme de guérison de chacun. C'est sans doute le conseil le plus difficile à appliquer. Bah oui. Je veux dire, pourquoi prendre des semaines? L'instinct humain, quand tu souffres le martyre, c'est d'exiger une résolution immédiate. Tu veux fuir en courant ou tu veux que l'autre promette de tout régler dans la seconde? C'est tout à fait normal de réagir comme ça. Mais c'est là que la neurologie entre en jeu. Le traumatisme de la découverte, ça maintient ton système nerveux en état d'alerte maximum. Le fameux mode survie? Exactement. Ton corps est inondé de cortisol. Ton cortex préfrontal, la zone du jugement rationnel, est littéralement court-circuité. Donc, en gros, t'es incapable de prendre une vraie décision. T'es brouillé de partout. Toute décision prise dans l'urgence sera basée sur la survie émotionnelle immédiate, pas sur la réflexion. Le temps, ça permet juste au choc de redescendre. C'est fou. Donc, prendre son temps, c'est presque un acte médical pour retrouver son cerveau rationnel? C'est exactement ça. Et Lucas ajoute un truc hyper important. Si on décide de rester, faut établir de nouvelles règles. Et si on part, faut guérir sans culpabilité. Ça boucle parfaitement notre analyse. En fait, l'infidélité, c'est pas juste une fin, c'est un carrefour. Un carrefour douloureux, ouais. Mais décisif.
Rester comme Marie et Laurent, ça demande un travail titanesque, une transparence absolue. C'est pas pour les faibles. Et partir, comme Sophie, ça demande le courage d'accepter ses limites et de se prioriser tout simplement. Deux choix très différents, mais totalement valides, sans aucun jugement. Et d'ailleurs, pour respecter le script de Lucas jusqu'au bout, faut qu'on fasse l'annonce exacte qu'il avait prévue pour son épisode suivant. Ah oui, la transition qui décoiffe. Tu vas voir. Donc, à la fin de son émission, il dit « Couple gay, lesbien, bi, leurs secrets les plus chauds. Ah ouais, on change complètement l'ambiance là. » Radicalement. On passe du drame introspectif à quelque chose de beaucoup plus festif et confidentiel. C'est la beauté de ces programmes, j'imagine. Explorer toutes les facettes des relations. Tout à fait. Et avant de se quitter, je voulais te partager une ultime réflexion. Quelque chose qui m'est venu en lisant tout ça. Je t'écoute. On a dit que surmonter une infidélité, ça implique de créer de nouvelles règles, une communication totalement différente, en gros, de bâtir un truc neuf avec le même partenaire. Ouais, la nouvelle fondation, comme tu disais. Eh ben, est-ce que ça signifie pas que, symboliquement, l'ancien couple doit carrément mourir pour qu'un nouveau couple puisse naître de ses cendres? Ouch, c'est une question qui retourne le cerveau ça. Je laisse ceux qui nous écoutent méditer là-dessus.